modeste. Alors Xavier Ricus, ces documents que vous nous présentez montrent que les familles métisses, ça aussi, puisque vous êtes passionné par leur généalogie, les familles métisses ont tenu le pouvoir pendant des siècles, 2 ou 3, au Sénégal, hein, et que c'est une chose importante et qu'il faut que les gens le sachent aussi. Et c'est en fait une minorité métisse qui avait le pouvoir économique, politique durant toute cette période-là. Et vous dites que d'ailleurs, le métis, c'est une ethnie, hein, en fin de compte, pour vous. Hein, vous considérez cela comme une ethnie. Oui, c'est... Peut-être avant de vous répondre directement, je devrais dire que je suis moi-même issu de ces familles-là. Oui. Hein. Ma mère est une métisse du Sénégal, mes grands-parents l'étaient, etc., 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 jusqu'au premier du nom de ma mère arrivé au Sénégal, et c'était à l'époque de la Révolution française. Moi, je me suis beaucoup intéressé à la généalogie de cette famille-là. En m'intéressant à la généalogie de cette famille-là, par la force des choses, je me suis intéressé à la généalogie de toutes les familles métisses du Sénégal, puisque je me suis aperçu qu'elles étaient apparentées les unes aux autres. Donc j'ai fait des recherches sur toutes ces familles métisses, et par la force des choses aussi, des recherches sur les lieux dans lesquels ils avaient habité, les maisons qu'ils avaient construites, et puis l'histoire du Sénégal, tout simplement. Et puis, en me documentant, je me suis rendu compte que ces familles métisses, effectivement, ou mulâtres, comme on dit aussi souvent, ces familles métisses avaient pris une très grande part dans l'histoire de la construction du Sénégal contemporain. Pendant presque 3 siècles, elles ont monopolisé le pouvoir économique et politique au Sénégal, et elles plus exactement économique puis politique au Sénégal, tandis que l'administration coloniale tenait le pouvoir administratif. Et ces familles-là s'affrontaient très durement avec le pouvoir administratif de l'administration coloniale. Souvent très durement. Enfin, ça dépendait des époques et ça dépendait des familles. Et donc... ce rôle n'est pas mis en évidence par l'histoire contemporaine, peut-être. Oui, enfin jusqu'à une période assez récente, oui. Maintenant, elles ont perdu beaucoup de leur influence. Mais disons que je me suis intéressé à cette histoire-là. Je me suis aperçu aussi qu'on avait tendance au Sénégal à schématiser beaucoup, à dire qu'il y avait d'abord la période coloniale et ensuite l'indépendance et puis la suite. Mais en fait, c'est extrêmement schématique parce que dans cette période coloniale, on oublie. Je ne sais pas si c'est volontaire, si c'est un acte manqué, enfin bref, on oublie toute cette période métisse qui a compté énormément. On retient les fameuses signards, mais les signards étaient un des aspects de cette société coloniale qui était une sorte de bourgeoisie métisse de l'époque coloniale. Oui. Donc cette époque dont on parle, il y avait les métis, il y avait les blancs, les noirs et les métis aussi, hein, qui ont joué un rôle évident qui n'a pas été mis en exergue par l'histoire contemporaine. C'est un classement un peu manichéen, évidemment, ce n'était pas tout à fait comme ça, mais c'est un peu ça, oui. Et puis donc forcément, alors on retient aujourd'hui les signards. Les signards, c'est clair, elles étaient emblématiques, elles sont à la fois très connues ici, mais très peu représenté, là, à peine une vingtaine. Alors c'est ça qui est paradoxal. Autant quand on pense à cette période, quand on pense à Gorée, tout de suite on pense à ces dames gracieuses, de qualité, et sur lesquelles, même jusqu'à présent, on fantasme encore. Hein, mais elles sont représentées à peine une vingtaine. Qu'est-ce qui explique ce paradoxe-là? Cette absence, alors qu'elles étaient omniprésentes? Je ne sais pas, j'ai pas cherché d'explication véritablement à ça. Elles sont très présentes dans les écrits des navigateurs qui sont passés au Sénégal. Elles sont très peu présentes, effectivement, dans les images. Alors, il faut nuancer ce propos-là. Elles sont peu présentes dans les photographies surtout. Mais ça s'explique assez facilement. Parce que moi j'ai recensé en gros 3 ou 4 photographies de signards. C'est peu. C'est peu. Mais 3 ou 4 photographies, et puis le reste ce sont des dessins, des peintures, voilà, qui ont été publiés généralement dans des ouvrages. 3 ou 4 photographies, ça s'explique assez facilement. Parce qu'on considère arbitrairement, mais c'est quand même assez logique, que la fin de l'ère des signards coïncide avec la création de Dakar, c'est-à-dire 1857, il y a exactement 150 ans. 1857, c'était pas loin d'être le début de la photographie aussi. Donc les signards
qu'on photographie à cette époque-là, ce sont les dernières signares et les premiers photographes. Donc ce sont des vieilles femmes qui ont plus la beauté qui est vantée dans les récits. Oui. Voilà. Oui. Mais paradoxalement, ce qu'on sait, ça s'explique aussi, les signards. Quand je dis il y a 3 ou 4 photographies de signards, en fait, il y a 3 ou 4 photographies de signards en costume de signard. Oui. Mais ces signards-là étant métis pour la plupart, parce que ce n'était pas toujours le cas. Ces signards-là étant métis étaient souvent habillés à l'occidental, elles avaient une double culture. Et donc des photographies de femmes métisses sénégalaises habillées à l'occidental antérieures à la création de Dakar, là on en trouve beaucoup plus. Donc ces femmes-là étaient des signards, mais on le sait que si on arrive à dater la photographie. Alors si on parle des signards au temps de leur splendeur, alors donc c'est des femmes qui étaient importantes parce qu'elles étaient riches, hein, et faisaient du commerce, de la gomme arabique, de l'or je pense aussi, et elles étaient belles, hein, elles avaient une belle réputation. Alors, mais alors ce que vous me dites quand on préparait cette émission, c'est qu'il y avait aussi des noirs là-dedans, des hommes, des femmes, des hommes aussi, et qu'en fait c'était un statut qu'on donnait, c'était des bourgeois. Oui, c'est ça. C'était pas une question de race. Non, pas réellement. Non. D'autant moins que les métis dont je parle étaient et se sentaient profondément sénégalais. Hein. Ils parlaient wolof, ils mangeaient du couscous. Ils étaient vraiment. Leur mère était sénégalaise. Enfin bon, il n'y avait aucun doute là-dessus. Ils étaient sénégalais. Donc c'était pas du tout une question de race. Mais effectivement, comme c'était un statut. Oui. Une sorte de bourgeoisie, en quelque sorte. On disait signard, comme on peut dire madame aujourd'hui. C'était un statut, vous avez dit tout à l'heure, femme de qualité. Donc, toute cette bourgeoisie-là était appelée, en tout cas par certains, une bourgeoisie signard. Et donc, dans cette bourgeoisie, il n'y avait pas que des femmes, il y avait aussi des hommes, il y avait aussi des noirs, il y avait aussi, voilà, c'était... oui, quand on dit signard, on pense à ces femmes-là. Alors, c'est des hommes signards, comment ça s'explique, ça? C'était le statut? C'était un statut, oui. Il y a dans ce livre un portrait intéressant d'une femme, d'une signare, en tenue de signare. C'est une peinture que j'ai retrouvée chez un particulier. Une femme en tenue de signare qui s'appelle Marianne Blanchot et qui est la fille du gouverneur Blanchot et d'une femme esclave qui l'avait affranchie. Donc cette femme signare, incontestablement, c'est une signare, elle est en tenue de signare. Son époux, sur lequel elle est représentée sur le même portrait, s'appelle George Lincoln Isle. On disait George Alsace parce que Lincoln Isle, c'était trop compliqué à prononcer. Mais George Alsace, c'était lui-même un métis. Ses parents étaient eux-mêmes des métis. Je parlais tout à l'heure de ces familles-là, elles formaient une bourgeoisie aussi parce qu'elles se mariaient entre elles. Hein. Donc ce garçon-là, qui est habillé à l'occidental pur jus, il était signard. Il était signard autant que sa femme. Bon, c'est un peu... Ils avaient la double culture, c'est clair, et ça se voit bien sur ce portrait. Ce portrait montre aussi des petits détails amusants. On voit qu'elle portait une croix catholique autour du cou. Très vraisemblablement, elle portait aussi des gris-gris. Parce qu'elles étaient aussi très sénégalaises et très superstitieuses. Et très vraisemblablement, son mari, avec son costume occidental, a aussi ses gris-gris sous le costume. Donc c'est des choses qui sont, voilà, qu'il faut percevoir. Ces gens-là étaient parfaitement sénégalais. Oui, c'est ça. Alors, ce qu'il y a, c'est que, alors ils ont commencé quand même à construire les premières maisons, belles maisons. Hein, parce qu'ils avaient les moyens, ils étaient riches. Hein, donc ce sont ces signards qui ont commencé cela. Ce sont elles qui ont construit. En fait, à l'origine de la création de Gorée, puisqu'on parle de Gorée, c'était un îlot vierge sur lequel il y avait pas grand-chose, des pêcheurs qui venaient réparer leurs filets. Voilà. Et puis des militaires sont arrivés. Des militaires d'abord portugais, qui n'ont pas fait grand-chose, ils ont juste construit une chapelle. Ensuite, des militaires hollandais, ensuite des Anglais, des Français, etc. Et c'est à ce moment-là que se sont construits autour des installations militaires des cases
des cases, des habitants qui vivaient du commerce avec les militaires en quelque sorte.